Nous sommes le mercredi 11 septembre 2019, il sonne 11 h et nous démarrons le club de la presse de ce jour. Bonjour, shalom, salam alaikum à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde. La technique assurée aujourd'hui par Michel Kokou Vitor Tomega et Géraud Dapoucha. Autour de la table, comme c'est mercredi, nous accueillons Gadiel Tionyadi de Santé Éducation. Bonjour Gadiel. Bonjour à tous les auditeurs et de Canal. Sylvestre Béni du journal La Manchette. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Abbas Issaka de Le Mania Libéré qui est en train de s'installer. Bonjour. Bonjour Jalou. Bonjour à tous les auditeurs du Canal. Et une invitée que nous allons vous présenter incessamment, la presse togolaise. J'ai autour de moi jusqu'à 18 journaux parus aujourd'hui, les uns aussi riches que les autres. Mais vous avez compris, nous ne pouvons qu'en tirer quelques sujets et débattre pour vous. Eh bien, cette émission, nous voudrions la dédier à un ami, M. Komlan Amenyo Bevon. Il est au service informatique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. M. Bevon, vous avez le bonjour du plateau du Club de la Presse. Et avec M. Bevon, nous embrayons en même temps avec la pensée du jour qui dit ceci: pour connaître le chemin, interroge celui qui en vient. Pour connaître le chemin, interroge celui qui en vient. Et le premier chapitre de l'émission, nous nous sommes permis de la sous-titrer « Dure réalité de la circulation sur une route ». Hier, un véhicule remorque a eu un accident à environ 2 km avant le pont d'Amakpapé, si vous venez du sud. 2 km avant le pont d'Amakpapé, ce véhicule remorque a fait accident et il a barré littéralement toute la nationale numéro 1. La conséquence, c'est qu'on a observé des files de véhicules jusqu'à Tchévier. Donc quand vous voulez vers le sud, les véhicules se sont alignés jusqu'au nord de Tchévier. Et du côté nord, on a observé des véhicules jusqu'à la banlieue de Ngondjen. C'est-à-dire que la circulation s'est retrouvée totalement bloquée. Et nous avons des parents, des amis. Certains ont passé jusqu'à 12 heures de temps dans la nature, dans la brousse. Ça, c'est une des réalités de la circulation de nos routes. Actuellement, oui, devant Canal FM à 2 mètres, oui. Il y a un gros titan aussi qui a bloqué la circulation. Et j'ai dû faire le détour avant d'arriver ici. Actuellement, tout de suite là. Tout de suite. Tout de suite, actuellement. Quand... Ok. Voilà la deuxième réalité de la circulation sur nos routes. Et la troisième réalité, c'est ce que les journaux nous rappellent et que Le Mania Libéré et Forum, par exemple, écrivent que entre dimanche dernier et lundi, on a enregistré 2 accidents très mortels sur la nationale numéro 1. Le bilan est très lourd. 11 morts, dont 2 bébés et 3 personnes, calcinées, ainsi que 5 blessés. Autre réalité de la circulation sur nos routes, c'est le Mania Libéré qui nous fait le bilan macabre sur nos routes sur ces 2 dernières semaines, tel que le ministre de la Sécurité, Yak, en a parlé, même sur la TVT le lundi soir. 30 morts et 200 blessés en moins de 2 semaines. La conséquence, comme Togo Matin l'écrit ce matin à la page 11, le général Damehan Yak qui annonce l'intensification des contrôles par les forces de sécurité sur nos routes. Et c'est le même ministre Yak qui a annoncé qu'à partir du 20 septembre prochain, les contrôles seront faits pour ceux qui pilotent les motos et à partir du 1er décembre, ceux qu'on aura surpris au guidon de leur moto sans permis A seront verbalisés. Et c'est dans ce sens que des formations ont commencé
Et pour avoir le permis, il faut avoir sa carte d'identité. Et pour avoir la carte d'identité, il faut avoir son certificat de nationalité. Le gouvernement a lancé des audiences foraines d'établissement des certificats de nationalité. L'opération a commencé hier à Lomé et va s'intensifier juste dans les 5 régions du Togo. Sylvestre Béni, voilà les réalités de la circulation sur nos routes. Oui, je crois que c'est triste, hein, c'est triste. 30 morts en 2 semaines. Je me dis que la route tue beaucoup au Togo. Et comme le ministre l'a dit, il faut quand même intensifier quand même les contrôles. Il faudrait plus que du moins nos forces de sécurité ou nos forces de l'ordre, et surtout les policiers, soient complices d'un certain nombre d'actes. Parce que si la personne n'a pas quand même les pièces appropriées, il faut quand même mettre le véhicule. Il faut prendre le véhicule, quoi. Il faut le verbaliser. Mais prendre peut-être 500 ou 1000 francs et laisser la personne continuer et tout, je crois qu'il faut être également regardant. Maintenant, en ce qui concerne du moins l'événement qui s'est passé au niveau d'Amakpapé, je crois que ça aussi pose un problème de décentralisation. Vous allez peut-être en Côte d'Ivoire où il y a l'accident, il y a un accident, il y a quand même les sapeurs-pompiers qui prennent des dispositions pour dégager le véhicule sur la route, en attendant qu'on puisse faire les autres formalités, faire les constats et autres. Mais ici, je crois qu'il se pose un problème de décentralisation. Avant même que les sapeurs-pompiers n'arrivent peut-être sur le lieu et évacuer les blessés et tout, on prend un temps fou et puis les forces de l'ordre. Donc je crois qu'il y a également ce paramètre. Je ne sais pas s'il faut revenir également sur la DOSI qui fait quand même du moins l'opération pour le service de santé. Disons que c'est dans les locaux de la DOSI que les audiences foraines d'établissement justement, je crois que c'est en fait une opération à saluer. À saluer, il faudrait quand même que ces gens d'action se répètent au sein de la République. Et je souhaite véritablement qu'on puisse également faire cette audience forale-là sur le campus à l'université, parce que vous discutez avec les nouveaux bacheliers, il y a quand même une bonne partie qui n'ont pas encore de certificat de nationalité. Si on pouvait également le faire là, c'est encore bien. Mais sauf que c'est le temps, hein, le délai de 2 jours, de 3 jours, franchement, ne permettra pas d'enrouler un certain nombre, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin. Et je crois que c'est également un plus pour l'État. Hein. Vous voyez, 5 000, si on prend peut-être 1000 personnes, ça nous fait déjà 5 millions. Voyez-vous, si on prend peut-être 5 000 Togolais, ça nous fait déjà 25 millions. Au moins, avec ça, on peut payer Claude Leroy avec. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a tellement... Je ne vois pas nécessairement le rapport entre les états de nationalité et Claude Leroy. Il faut quand même que ces genres d'opérations se permettent. Merci. Les audiences foraines qui ont été lancées hier, on a vu le ministre de la Sécurité avec à ses côtés son collègue de la Justice, Puissa Kwetome, il y avait la directrice du service de nationalité, il y avait également la ministre des Infrastructures. Ça veut dire que l'État, au plus haut sommet, accorde un intérêt, une importance à ce dossier d'établissement de la nationalité, après la carte d'identité, après passer le permis de conduire et l'obtenir d'ici le 1er décembre. Est-ce que le délai est tenable? Ça, c'est une autre paire de manches. La route togolaise qui tue, le bilan macabre pour ces 2 semaines, ça fait froid dans le dos. Mais Abbas Issaka, le phénomène d'Amakpapé. Hier, ce titan qui bloque la route et tout le Togo s'est vu coupé en 2. Alors si c'était ailleurs que des gens de mauvaises intentions venaient bloquer la nationale numéro 1, ça veut dire que le Togo du Sud ne pourra plus communiquer avec le Togo du Nord. Oui, effectivement, on avait eu le même cas, la même situation à ce même point-là, au niveau d'Amakpapé. Là, c'était le pont qui avait sauté. Et pendant même des mois, plusieurs mois, le Togo s'est retrouvé divisé en 2. Les gens qui sont vers ici ne peuvent pas aller au nord, ceux du nord ne peuvent pas venir. Donc aujourd'hui, c'est à la même place, au même endroit, qu'on retrouve la même situation où un titan qui bloque la circulation pendant 12 heures de temps, même bloquant même l'économie togolaise tout entière, parce que quand vous voyez les transactions qui se font sur la route, les gens qui ont des rendez-vous à faire pour aller à l'intérieur, et même des gens qui transportent. Et maintenant, actuellement, c'est le transport même des ignames, des tomates et autres vers le sud. Tout cela était bloqué. C'est vers ici qu'on connaît comment de Noutier jusqu'à Tchévé. Mais vers le nord, est-ce que ça ne peut pas arriver de Noutier jusqu'à Tapami? Oui, les véhicules se sont alignés depuis le lieu d'accident jusqu'à Noutier. Alors vous pouvez imaginer, ça, venant, c'est la même sur une quinzaine de kilomètres au moins. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Même si vous sortez tout à l'heure, le titan là qui a bloqué la circulation, les gens ne peuvent plus avancer ici et ceux-là qui viennent du grand marché ne peuvent pas venir. Ceux qui vont au service, ils sont actuellement bloqués là, jusqu'au niveau du marché de l'Otogo, actuellement. Et on arrive à dégager ce titan-là qui bloque la circulation. Il faudrait même, nous sommes en pleine capitale et au centre-ville, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que je ne sais pas ce que le titan cherche en bloquant la circulation. Et maintenant, viens voir au niveau de Amapapi ce qui se passe. Si aujourd'hui les braqueurs aussi sortent pour profiter de la situation, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faudrait que, comme on le dit souvent, que l'État soit regardant par rapport à la décentralisation, faire décentraliser les sapeurs-pompiers dans les régions pour que ça puisse aller plus vite. Décentraliser, déconcentrer les services des sapeurs-pompiers, mais également l'assistance technique. On devrait positionner des véhicules le long de la nationale numéro 1 pour dépanner aux besoins et dégager la voie. Cette voie qui est vraiment la colonne vertébrale de tout le Togo. Par 2 fois, on a constaté, quand la nationale numéro 1 est bloquée, c'est tout le Togo qui est coupé avec tous les risques stratégiques, aussi bien pour l'économie et la sécurité et autres, au sommet de l'État. On devrait vraiment envisager des mesures. Il y a un service technique chargé de ces titans-là qui bloquent la circulation. Mais entre-temps, ce service se trouve au port. On avait décentralisé ça pour aller au niveau de Pewa après la faille d'Aléjo. Je ne sais pas ce que ce service-là est devenu. Ce service-là aidait les titans qui gravissaient la faille d'Aléjo ou qui s'arrêtaient, qui étaient bloqués au niveau de la faille d'Aléjo, de pouvoir dégager la circulation. Je ne sais pas si ce service-là existe encore. Il faudrait renforcer ça, il faudrait le renforcer pour éviter ces gens de choses. Décentraliser, déconcentrer, surtout désenclaver tout le Togo. Moi, personnellement, je suis très inquiet. Si pour un simple accident, la nation numéro 1 peut être bloquée pendant au moins 12 heures de temps, l'économie, la sécurité et autres, attention, messieurs du gouvernement, il semble que prévenir, gouverner, c'est prévenir. Gadiel, vous voulez ajouter un mot? Vous savez, il y a un certain nombre d'années que le ministère de la Sécurité essaie de présenter une situation d'accident de la route au Togo avec des morts, des blessés, voilà, la suite. Mais je ne vois pas ce qui est fait concrètement en matière d'information, d'éducation des conducteurs. Le Togo a une ambition, c'est de faire de notre pays un pays de carrefour international. Ça veut dire que le transport sera... Et surtout un pays de corridor pour évacuer les marchandises arrivées au port de Lomé dans les pays enclavés du Nord, Burkina, Mali, Niger. Et là encore une fois, l'importance stratégique de la nationale numéro 1 qu'il faut dédoubler au besoin. Tout à fait. Et chaque jour, bien je veux dire chaque semaine, il y a des conteneurs qui arrivent à Lomé avec des voitures, on en achète, le parc automobile au Togo s'agrandit, mais quand vous voyez au niveau des médias, au niveau des associations qui sont dans le domaine de la sécurité routière, il n'y a pas grand-chose qui se fait. On doit informer les populations, on doit sensibiliser. Quand vous allez sur les médias internationaux aujourd'hui, on sensibilise encore en France, aux États-Unis, par rapport aux accidents de la route. Mais chez nous, on compte pour le moment les morts, les blessés, mais allons à la sensibilisation. Allons vers la sensibilisation. Je pense que cela va aider à réduire un tant soit peu les décès. Merci, c'est ce que j'ai écouté le ministre Yak dire sur le plateau de la TVT quand il déplorait que le nombre de ces accidents enregistrés ces 2 semaines sont dus à des défauts sûrement de visite technique, les véhicules qui n'étaient pas en bon état, les pneus qui ont éclaté, certains véhicules qui ont pris feu. Sûrement que si les visites techniques avaient été faites à ces véhicules-là, en bon état, avec toute la rigueur qu'il faut, on aurait pu faire l'économie de ces morts, de ces blessés et de tous les dégâts économiques qui accompagnent. Et si les gens respectaient le code de la route. Encore une fois, l'éducation sur le comportement adopté sur nos routes. Tout à fait, parce que c'est la grande partie des cas d'accident. Merci. Sylvain Béni, un petit complément? Non, juste, je voudrais juste ajouter un mot par rapport à l'image que vous avez, dont vous parlez tout à l'heure sur la TVT, où la dame avec ses enfants. Je crois que moi j'ai quand même déploré le fait que nos confrères ont quand même montré cette dame avec ses enfants décédés et ils n'ont pas quand même pris soin de flouer
un peu ou de masquer leur visage. C'est pas bien, il faudrait quand même que nous pensions à professionnaliser ce que nous faisons. Sinon, c'était vraiment horrible qu'une chaîne nationale montre ces gens-là, une dame et ses 3 enfants décédés à visage découvert, sans prendre soin de flouer l'image. Franchement, nos amis, pensons à corriger cela. C'est vrai que les images que la TVT a exhibées le lundi soir, en présence du ministre de la Sécurité, étaient vraiment horribles à regarder. La TVT devait savoir qu'il y a des âmes sensibles qui regardaient l'image, mais d'aucuns pourraient dire que des fois, pour des gens têtus comme nous, il faut un peu nous choquer. Pour susciter en nous une sorte de révolte. Dans ce cas, normalement, le présentateur devait quand même annoncer que, attention, les images qui vont suivre sont choquantes et dire aux gens sensibles donc de s'abstenir. Mais c'est pas permis, quoi. C'est pas permis de présenter l'image comme ça. Au moins, on peut mettre une bande noire ou flouter un peu l'image comme ça. Sinon, la dernière fois, c'était vraiment horrible. Franchement. La déontologie, l'éthique du métier nous le permet. Merci beaucoup. J'ai parlé d'une invitée qui se tient sagement à nos côtés, Madame Ayoko Ameyo Ketevi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes née Ketevi, épouse Galebekou, mais vous êtes gynécologue, obstétricienne de formation et de profession. C'est bien ça. Eh bien, nous avons appris que la Société des gynécologues et obstétriciens du Togo, vous organisez une activité dans les heures qui suivent. Oui, on organise un congrès à partir de demain. Donc, le congrès va se tenir du 12 au 14 septembre. Donc, on va commencer les activités demain. Eh bien, vous, la Société des gynécologues obstétriciens du Togo, vous tenez ce congrès de 3 jours qui s'ouvre demain. Mais pour nous, les Togolais, bon, le commun des mortels, c'est quoi un gynécologue ou bien un obstétricien? Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? D'accord, merci. Au fait, nous, en tant que gynécologue obstétricien, on s'occupe particulièrement des femmes. On voit tout ce qu'il y a comme maladie chez la femme, notamment au niveau des seins, notamment au niveau de ses organes génitaux. Bon, c'est à peu près ça en gros. Au-delà de ça, on voit aussi les jeunes filles. Parce que avant d'être femme, on est bébé, après on est jeune fille, puis après on est femme. Donc on s'occupe de tout ça là, de la santé, de reproduction, de tout ça, on s'occupe un peu de tout ça. Voilà, je viens d'apprendre qu'un gynécologue obstétricien s'occupe de la santé sexuelle de la femme. Eh bien, dans ce congrès que vous ouvrez demain, vous voulez bien nous rappeler le thème? Le thème c'est les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. État des lieux, perspectives. Au fait, on a 3 thèmes. C'est le premier, ça. Donc, dans ce thème, on a des sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est qualité des soins maternels et néonataux. Deuxième sous-thème, c'est délégation de tâches. Et troisième sous-thème, c'est sexualité, contraception des jeunes adolescents et la contraception du postpartum. Donc, le deuxième thème, c'est endoscopie gynécologique, état des lieux en Afrique. Et le troisième thème, c'est cancer gynécologique et mammaire. Eh bien, je crois savoir que la Société des gynécologues obstétriciens, vous êtes une société savante. Est-ce que nous, les communs du mortel aussi, nous pouvons nous inviter à votre congrès? Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inviter pour venir regarder ce qu'on est en train de faire. Mais demain déjà, on va faire quelques ateliers pour former encore les gynécologues venus d'ici et venus d'ailleurs. On a 3 ateliers à faire. Un atelier qui va se tenir au CHU Sylvanus Olympio concernant la prise en charge, dans notre jargon, la prise en charge de l'hémorragie du postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Une femme qui saigne, comment on va pouvoir la prendre en charge pour qu'elle ne meure pas ensuite de couche. Donc, autre atelier, c'est la colposcopie, l'hystéroscopie. Ça va se tenir à la clinique Hôtel Delhi. Au cours de cet atelier, on va former les gynécologues à pouvoir voir au niveau du col de l'utérus, l'utérus qui est l'organe principal chez la femme en matière de reproduction. Donc on va voir au niveau de son col, on va leur apprendre à voir est-ce qu'au niveau du col il y a des pathologies, comment on fait pour reconnaître ces pathologies. On va leur permettre de voir ça. Et même dans l'utérus là,
Est-ce qu'il y a des maladies? Comment faire pour reconnaître ces maladies avec nos matériaux? Donc c'est à peu près ce qu'on va faire en pratique de ce côté. Et dans ça, là, c'est en vue d'éviter, tant soit peu, le cancer du col, pouvoir la traiter, le traiter en temps réel et tout, le dépister, le traiter. Et le troisième atelier, ça va se tenir à la clinique Piazza. Donc c'est l'endoscopie gynécologique, c'est-à-dire la cellule, ce qu'on appelle cellule, la celluloscopie. C'est ce qu'on va faire là-bas. Ça va permettre aux gynécologues de bien prendre en charge les femmes qui souffrent d'infertilité, qui ont besoin d'avoir un enfant, qui passent de médecin en médecin. Est-ce qu'on peut leur faire quelque chose? Ça va leur permettre de voir un peu comment on va s'y prendre. Donc la conférence avec les débats et autres discussions savantes, mais également ces ateliers qui se tiennent au CHU Sylvanus Olympio, à la clinique Biassa, et puis l'autre aussi. À la clinique Hôtel des Liens. Alors vous-même, gynécologue, obstétricien, et surtout nous, population lambda, quelles sont les retombées qu'on peut attendre de ce congrès-là, ou de cette conférence? D'accord, merci. Au fait, les retombées qu'on peut attendre, en premier lieu, on va prendre en charge, mieux prendre en charge la population. Parce qu'au cours de ces ateliers, c'est les cas pratiques qu'on va faire. On va essayer d'entretenir les gynécologues par rapport à ce qu'ils ont déjà appris. On va faire des ateliers pratiques. Et aussi au niveau des congrès, il y aura des invités qui vont venir d'autres pays de l'Afrique, notamment le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Ils vont aussi nous amener leur savoir-faire. Nous aussi, on va leur dire ce que nous aussi on a pu faire jusque-là. À part ça, il y aura d'autres invités, notamment l'OMS et le gouvernement, la DSMIPF, qui s'occupe de la santé de la mère et de l'enfant en général, l'UNFPA et autres. Donc, on est vraiment entouré. Merci. Et la conférence même, le congrès avec les débats, ce sera où? Pour ceux qui sera à Edaouba, hôtel Edaouba, à partir du 13. À partir du 13. Oui. Eh bien, les curieux... Le 12, on est là dans les centres, oui, avec les malades, on va essayer de les traiter ensemble. Donc, à partir du 13, on va aller apprendre encore d'autres choses. Merci. Les curieux peuvent se transporter à l'hôtel Edaouba pour écouter les conférences. J'espère que vous n'allez pas employer de trop gros mots pour nous permettre à nous tous de comprendre quelque chose, madame. Non, de toutes les façons, s'ils viennent, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, ils viendront vers nous après pour qu'on en discute et tout. Merci beaucoup, madame. Vous savez qu'à partir de 12 h, nous ouvrons nos antennes. Si vous n'avez pas d'urgence, vous pouvez rester à nos côtés. Peut-être que quelqu'un voudrait en savoir davantage. Ce sera à partir de 12 h. Et pendant ce temps, nous en venons à Gadiel Tchonyadi avec Santé Éducation. Rebonjour. Bonjour, Sas. Alors, il nous arrive à des moments, peut-être qu'on a trop mangé, ou bien on a mangé à des heures tardives, ou bien on a mangé des choses qu'on n'a pas pu digérer. Il nous arrive de souffrir de ballonnement de notre ventre. Et là, vous nous recommandez une recette. Oui, les ballonnements. Manger ou bien ne pas manger, ça peut arriver avec de l'indigestion, un certain inconfort. Donc, ça met mal à l'aise. Et c'est qu'il y a du gaz. Il y a du gaz qu'il faut faire sortir. Il y a plusieurs méthodes pour faire cela, mais il y a aussi l'alimentation. Surtout l'infusion d'un certain nombre d'herbes, dont la menthe. La menthe qui est une herbe qui aide à décongestionner l'organisme, à faire sortir le gaz. Donc la recette est dans l'article. Comment faire cette recette, bien cette infusion à la menthe pour chasser, on peut le dire ainsi, le ballonnement. Petit article digne d'intérêt à la page 2 de Santé Éducation. Nous tournons à la page 3 et tombons sur l'article là. Vous nous parlez d'un autre, c'est un légume bien un fruit, la courge. C'est quoi? C'est un légume bien un fruit? C'est un fruit. C'est un fruit. Ok, la courge que vous présentez comme très bonne pour notre santé vasculaire. Alors vous relevez que la courge n'est pas très connue, n'est pas très consommée ici au Togo.
Mais cette couche-là a des vertus qui pourraient nous intéresser. Tout à fait. Vous savez, ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, les hypertendus, les diabétiques, ceux qui ont une fois fait un infarctus, je veux dire, ou bien un AVC, qui ont été récupérés, ils ont besoin de cet aliment. Quand vous allez dans les pays occidentaux, on cite les 3 aliments importants qui peuvent participer au traitement de l'hypertension. Par exemple, on parle de la courge ou bien de la citrouille. Au marché ici, on l'appelle tanda. Donc, ce fruit qui, quand il mûrit, il prend une couleur assez orange. Comment consommer ce fruit-là? C'est un fruit, mais il se consomme comme un légume. On a donné des indications dans l'article. Très important pour le traitement de l'hypertension. Cela parce que c'est un fruit qui est très riche en certains minéraux comme le potassium, qui est très important dans le traitement d'un certain nombre de problèmes cardiovasculaires, surtout au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des artères. Donc, un aliment important que nous conseillons aux uns aux autres, les hypertendus, les diabétiques, même ceux qui ont des problèmes d'yeux, c'est un aliment qui est important pour eux et ça renforce bien le système immunitaire. Et vous écrivez que la courge peut également contribuer à réduire, voire à mettre fin à une autre pathologie comme la prostate. Oui, donc surtout aujourd'hui, on cultive plus les vertus des graines de la courge qui participent beaucoup au traitement d'un certain nombre de pathologies prostatiques. Eh bien, à lire à la page 3 de Santé Éducation, la même page 3 qui porte cet autre article, oligo-éléments, une alimentation équilibrée suffit à pourvoir aux besoins du corps. Vous savez, quand on consomme nos aliments, un aliment doit fournir des vitamines, des sels minéraux. C'est ce pourquoi le médecin recommande de consommer dans nos plats 80% de fruits et de légumes. Vous voyez. Mais aujourd'hui, notre alimentation tourne plus vers les aliments industriels qui sont vraiment dénudés de ces oligo-éléments. Donc, c'est un article qui nous interpelle encore à revenir vers la consommation naturelle, la consommation bio. Les oligo-éléments, on peut en citer plusieurs comme le fer, comme le magnésium, comme le potassium. Quand vous consommez un aliment, vous avez ces éléments dedans. Cela contribue à la santé. Parce que c'est des éléments que Dieu a fait dans ces aliments qui entretiennent l'organisme, si vous voyez. Mais quand vous consommez un aliment, quand vous buvez une boisson et qu'il n'y a pas de ces éléments dedans, vous faites du tort à votre organisme. Et cela va entamer votre santé, cela va faire... C'est ce qui fait que très souvent, dans un certain nombre de pays où l'alimentation n'est pas riche, le niveau de vie, bien je veux dire, l'espérance de vie n'est pas conséquente. Vous voyez. Donc, consommons ce qui est naturel et nous allons attirer de ces éléments pour notre santé. Tout comme vous nous recommandez de consommer de l'arachide, du sésame, qui contiennent beaucoup de bienfaits pour notre santé, des aliments à notre portée. Toujours l'alimentation, alimentation pour la prévention de l'ostéoporose. Là, vous écrivez que nos os se fragilisent avec l'âge et on peut corriger cela sur le plan alimentaire en consommant des aliments riches, notamment en calcium et en vitamine D. Tout à fait. Donc, surtout au niveau des femmes qui rentrent dans la ménopause, on remarque très souvent cela, les os qui ne reçoivent plus vraiment de ces éléments nutritifs pour entretenir sa solidité, ce qui fait que on peut assister à des accidents, hein, à des accidents au niveau du corps, on peut se casser, comme on le dit communément, on peut se casser une jambe comme ça pour un geste anodin, est-ce que vous voyez? Donc c'est que l'os n'a plus de ces éléments pour entretenir sa solidité. Donc, surtout au niveau quand on grandit dans l'âge, surtout au niveau des femmes ménopausées, c'est hormonal. Donc, un article important, quels sont les aliments qu'il faut consommer pour contribuer quand même à donner cette solidité aux os? Merci. Pour finir avec les aliments, Sylvestre Béni, j'ai écouté ce matin sur RFI que le Burkina Faso vient d'interdire l'importation et la vente des sachets d'alcool.
ces alcools-là qu'on vend en sachet de 25 francs, 50 francs, 100 francs, le Burkina dit faire le constat que de plus en plus de jeunes Burkinabés se saoulent avec ces alcools qui détériorent la santé de la jeunesse. Le Burkina qui vient de les interdire, et dès aujourd'hui, il y a des fonctionnaires et de la force publique qui ramassent les produits sur le marché du Burkina Faso. Comparaison n'est pas raison, mais ce que le Burkina vient de faire pourrait peut-être inciter les Togo à envisager les mesures à prendre pour ces sachets d'alcool également qui envahissent nos marchés. Moi, je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement parce que la prise de ces genres de produits, je me dis, aura forcément des risques. Hein, des risques, peut-être, même si aujourd'hui on ne sent pas quand même les signes, peut-être à l'avenir, il y aura sûrement donc, des pathologies ou des maladies liées quand même à la prise de ces sachets-là. Parce que ce sont des choses que des gens peuvent même fabriquer à la maison. Hein. Ça, ce sont des choses que les gens peuvent fabriquer. Non, c'est pas que les gens fabriquent. C'est juste que les gens fabriquent. À la maison, il suffit donc de prendre des sachets et tout, et puis voilà, c'est vite fait. Et puis on le met sur le marché, et puis on met Made in China ou Made in Nigeria, et puis bon, on se dit que peut-être ça vient d'ailleurs. Donc si le gouvernement peut prendre des décisions concernant ces sachets, voilà, je serai le premier à applaudir. Surtout que ne serait-ce que s'assurer du taux d'alcool dans ces sachets-là, si c'est vraiment propre à la consommation. Éventuellement aussi causer les accidents de circulation que nous voyons, parce qu'il y a tellement donc de nos amis, vous savez ceux dont je parle, qui en prennent, et après on ajoute Ramadan, voyez-vous. Donc même s'il y a le feu rouge, eux ils passent, c'est le vert. Mais si vous le dites, ils vous insultent. Voilà, c'est triste. Merci. Pour revenir terminer avec cette éducation, de petits articles riches d'intérêt. Après un AVC, il est nécessaire de reprendre de l'activité physique. Ceux qui sont victimes de cet accident, surtout nous les parents, nous devons inciter les victimes d'AVC à faire un peu de sport. Et pour les mamans, comment préparer son enfant avant de l'amener pour les soins médicaux. Et vous revenez sur la journée mondiale de lutte contre le suicide. C'est important, on en a parlé une fois. Donc la famille, les parents, les amis, nous pouvons être d'un grand intérêt pour les gens autour de nous. Et comme ça, on aura prévenu des cas de suicide. Gadiel. Tout à fait. Il y a plusieurs cas qui sont dans l'article. On a donné un certain nombre de données par rapport au suicide. Il y a deux façons de se suicider. Soit on s'abstient de... Voilà, on se dit, bon, la vie c'est foutu pour moi, donc on ne se bat plus dans la vie. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est se donner la mort. Et cela se passe au Togo, dans nos communautés. Il y a des gens qui se donnent la mort eux-mêmes volontairement. Donc, c'est un phénomène international dans tous les pays, on en connaît. Cela existe au Togo. Il y a chaque année, il y a une journée mondiale qui est réservée pour cela. Et on tire encore l'alerte. Quand il y a des signaux, l'article est complet, il y a des signaux, il y a des signes. Quand on a un parent, un ami, quelqu'un de notre environnement, qui commence par s'isoler, qui commence par baisser les bras, qui commence même dans ses propos, il peut commencer par se faire du tort, commencer par dire à quoi bon de vivre, à quoi bon de faire ci, de faire cela. Il faut commencer par approcher la personne. Il y a des spécialistes qui sont là, qui peuvent l'entretenir pour sauver sa vie. Merci. Être à l'écoute de ses collègues, de ses parents, de ses voisins, et on aura su à temps que cette personne-là commence à céder au désespoir, on pourra l'aider à le sauver. Et j'ai une chère amie qui aime me rappeler que l'amitié se nourrit de petits gestes de proximité. L'amitié se nourrit de petits gestes de proximité. On va finir avec cet article que je préfère plutôt référer à notre ami docteur Ketevi. Eh bien, docteur, rebonjour. Eh bien, Santé et Éducation écrit que le vagin est un organe auto-nettoyant. Alors, vous qui êtes gynécologue obstétricienne, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc, on n'a pas besoin de mettre du savon pour rendre le vagin propre. Non, non, du tout. On en conseille aux femmes, surtout celles qui viennent pour nous dire en ménage, j'ai manié, quelque chose comme ça. Donc, on leur conseille de ne pas trop mettre, de ne pas du tout mettre le doigt parce que sous les ongles, il y a des microbes qu'on envoie dans le vagin. Donc, il ne faut pas envoyer le doigt dans le vagin pour vouloir nettoyer. Le vagin même se nettoie de soi. Et il y a des pertes un peu blanchâtres qui peuvent en sortir.
Donc le vagin se nettoie lui-même. Voilà. Alors si le vagin se nettoie lui-même, qu'en est-il du pénis? Gadiel Chonyadji? Le pénis, il faut le nettoyer. C'est l'homme qui le nettoie. Il faut le nettoyer avec quoi? Mais Et comment? Et qui doit nettoyer? Mais ça, vous allez vous doucher, n'est-ce pas? Vous nettoyez votre pénis et c'est un problème là-bas. Vous nettoyez bien votre pénis. Et puis, vous savez, vous rappelez qu'on a fait un article sur la toilette intime chez l'homme aussi. Ça existe chez l'homme, comment entretenir le sexe chez l'homme. Cet article, par rapport au vagin, le message c'est quoi? C'est que quand une femme sent des problèmes, une mauvaise odeur vaginale, un problème, elle a un mal, une perte vaginale qui n'est pas normale, elle n'a qu'à aller voir un gynécologue. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les femmes se mettent dans le vagin un peu de n'importe quoi, des produits, des infusions non adaptées dans le vagin, ce qui crée des infections. Donc, c'est ça le message. Quand vous voyez que au niveau de votre vagin, ça ne va pas, allez à l'hôpital. Alors, à ce niveau-là, si le mari le demande, parce qu'il y a certaines femmes qui estiment que parce que, je ne vais pas lâcher le mot, hein, je ne vais pas lâcher le mot, qui estiment que c'est parce que le mari le lèche souvent et que elles ont besoin véritablement de mettre l'endroit pour. Ben, vous savez, je ne suis pas sûr. Voilà. Le docteur est là-bas, je ne suis pas sûr que même pour le léchage, une femme doit se mettre des produits dans le vagin ou bien un certain nombre de produits dans le vagin pour donner une certaine odeur parfumée au vagin. Ça n'est pas approprié. Ça va amener à des infections. Et comme elle a dit, c'est la santé reproductive de cette femme-là qui va en souffrir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important. Il n'y a rien. On va revenir. Peut-être que je vais mais comme le docteur est avec nous, le docteur... Il a tout à fait raison. Le fait d'envoyer des produits, ça détériore le vagin. Parce que le vagin, même dans sa constitution, contient des micro-organismes. Donc, quand vous envoyez des produits, des papiers, n'importe quoi, après tous ces micro-organismes, ça change de forme, ça les détériore un peu et après, ça devient, il y a une infection qui naît dans le vagin, qui, si ce n'est pas soigné, ça monte, ça va jusque dans les troncs. Et après, quand la femme va peut-être vouloir faire un enfant, elle va en souffrir, on va dire, oh, les troncs ne sont pas bonnes et tout ça, alors que le truc vient d'elle-même par le bas, c'est le vagin qui a envoyé les choses là-bas. Donc tout est imbriqué. Merci, c'est très important. Et puis, un auditeur voudrait savoir, Gadiel, comme le vagin est auto-nettoyant, est-ce que le vagin ne peut pas servir à nettoyer également le pénis? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que ça se passe. Ça se passe? Oui, ça doit se passer. Ou bien c'est comme ça que vous faites? Non, mais vous savez, peut-être que lui, il doit connaître mieux que nous. Après, on verra ce qu'on va dire. Merci. Et pour finir définitivement, Santé Éducation qui écrit également les douleurs pendant les rapports sexuels, que faire? C'est à lire à la page 8 et le dossier est complet. Et nous embrayons sur la politique avec la présidentielle 2020 qui se rapproche davantage, du moins dans les journaux. Revue de presse avec le confrère Le Dialogue qui écrit présidentielle 2020, candidature unique de l'opposition, la polémique qui enfle. Et Dounia pour sa part écrit présidentielle 2020, l'opposition toujours à la recherche de la meilleure formule. Autre journal, c'est Liberté qui écrit, lui, opposition togolaise, quelle stratégie gagnante au juste pour 2020. C'est pour dire que Sylvestre Béni, pour la présidentielle, l'opposition en est plutôt à des interrogations, à des auto-questionnements, alors que de plus en plus de voix s'expriment dans d'autres camps. Oui, je crois que nous l'avons même abordé il y a quelques semaines dans l'une de nos parutions. Au sortir des élections législatives et locales, l'impression c'est que l'opposition semble être KO. L'opposition semble être KO, les gens sont totalement, ils sont devenus mieux communicables, ils sont totalement dépaysés, déboussolés. Et donc, si bien qu'en face, l'adversaire UNIR, occupe du terrain pendant que l'opposition est pratiquement inexistante sur le terrain. Mais on se dit qu'il y a quand même des choses qui commencent déjà à bouger parce qu'il
il y a quelques jours, Maître Yavia Bouibou avait sorti quand même a déclaré que la candidature unique n'est pas tout à fait la panacée pour gagner, et qu'il faut juste déverrouiller les institutions de la République. Il y a d'autres aussi, comme le professeur Oulou, qui a également fait une déclaration, Jean-Pierre Fabre, tout. Donc on sent qu'il y a quand même quelques remous, donc peut-être que d'ici quelques semaines, peut-être que les choses vont commencer par pas véritablement bouger, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au niveau donc des états-majors, l'heure est plutôt la réflexion, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on espère, il y a déjà quelqu'un, bon, on peut le dire de l'opposition. Nous allons y venir, donc pendant que l'opposition traditionnelle, celle qu'on a vue à l'œuvre dans la coalition il n'y a pas longtemps, pendant qu'on en est à des remous, à des interrogations au sein de cette opposition traditionnelle, ailleurs, on a assisté il y a quelques semaines quand le parti de NET a dégagé et investi son candidat à la personne de Jerry Komandega Tama, pendant que notre ami Dr Aubin Kodjoviton s'annonce lui-même aussi comme candidat. Et depuis hier, nous avons un autre candidat en la personne de... Enfin, de manière libérée, vous en parlez. Un autre candidat s'est déclaré depuis hier. Il s'agit de M. Ekwe Gamesou Podar qui se déclare candidat. Alors, qui est ce monsieur Podar, notre dernier candidat en date? Abbas? Ce monsieur s'est présenté hier à la presse, c'était à l'auditeur Daouba, où il disait se déclarer candidat pour la présidentielle de 2020. Et aujourd'hui, on a presque 3 personnes qui se sont déjà déclarées. Il y a Dr Benton et le président du NET, Jerry Tama, et on a trouvé 3e maintenant. Le monsieur, il semblait être inconnu même des Togolais parce que depuis un certain temps, personne n'a jamais entendu parler de Gamesou ici au Togo. Mais c'est un haut fonctionnaire international. Il a beaucoup bossé, c'est un économiste, il a beaucoup bossé au niveau des institutions monétaires où il a pris sa retraite depuis. Et il est à Lomé, je crois, depuis 2014 ici. Et il s'est préparé, il s'est annoncé pour être candidat à la présidentielle de 2020. Donc c'est un monsieur qui veut se faire connaître aujourd'hui. Il s'est lancé hier à la presse et maintenant la presse a commencé par le... La presse qui ne fait que son travail. Eh bien, monsieur Podar Gamesou, haut fonctionnaire international à la retraite, pas beaucoup connu ici et sur le terrain, mais le libéral cite sa déclaration et écrit présidentielle 2020 Ekwe Gamesou dans le starting block. Nous sommes une alternative crédible, comme le monsieur l'a dit hier. Forum de la semaine, lui aussi écrit, Ekwe Gamesou Podar se déclare candidat et croit à un renouveau ici au Togo. La dépêche également présente M. Ekwe Gamesou Podar comme un homme convaincant, crédible et posé. Quant à vous, Sylvestre Béni, votre journal à manchette, vous présentez les 5 temps forts d'annonce de sa candidature pour 2020. Oui, je crois que nous étions à Daouba hier pour l'annonce de sa candidature. Il faut dire que c'est depuis 2018 que la rédaction du journal La Manchette a annoncé quand même cette candidature. Vous devez vous rappeler donc des titres, le duo Bokor Podar et autres. Donc, il est vrai, nous étions quand même dans les confidences d'un certain nombre d'acteurs. Donc, hier, il a ouvertement, officiellement annoncé sa candidature. Et nous sommes revenus en fait sur les temps forts donc, de sa candidature, notamment au moment donc, où il déclarait justement la candidature. Mais bien avant cela, en produit dans cette déclaration, il a quand même du moins donné ou exposé les motivations, ce qui sous-tend et sa décision donc de briquer la magistrature suprême. Mais après, il a quand même du moins décrit ou dépeint, du moins c'est ça, et sa stratégie de gouvernance, qu'est-ce qu'il fera concrètement, et les axes prioritaires donc de sa gouvernance. Et il a touché un certain nombre de points, notamment, comme c'est un économiste justement, il a parlé donc de la dette, comment est-ce qu'il faut faire pour sortir donc, le pays donc, de l'ornière.
Il a évoqué également une question très cruciale sur la question de l'armée, où il disait justement que il faudrait que l'armée ne prenne pas, du moins, l'alternance comme quelque chose qui vise, ne serait-ce que à les mettre en difficulté, qui seront donc les pionniers donc, de sa gouvernance. Et là, également déclaré que l'urgence pour sa gouvernance sera donc la réconciliation. Et il demande déjà au gouvernement actuel donc, de prendre déjà de poser les jalons, de prendre un certain nombre de dispositions pour faciliter la réconciliation avec les Togolais, qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Donc il a soulevé un certain nombre d'éléments sur lesquels donc, nous sommes revenus dans notre parution, justement pour permettre à ceux qui n'étaient pas dans cette salle hier de voir du moins le déroulé de ce qui s'est passé. Alors est-ce que M. Poda s'est présenté au nom d'un parti ou bien au nom d'un groupement de partis ou bien comme personnalité indépendante ou un peu comme ce spécimen de société civile que souhaitait tant le parti Santé du Peuple de Georges Koussan. Oui, justement, la question lui a été posée hier au cours de la conférence. C'est parce que le président du parti Santé du Peuple, Georges Koussan, disait justement qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse prendre un candidat politique, un candidat politique neutre qui puisse ne serait-ce qu'assumer une transition et permettre plus tard aux partis traditionnels donc, de revenir et du moins avec leur ambition. Donc il a dit justement qu'il n'est pas, quand même ce candidat-là, du moins s'il ne connaît pas Georges Koussan, donc il n'a pas eu d'entretien avec lui, que c'est une candidature personnelle, qu'il a des ambitions pour son pays. Il disait notamment qu'il a travaillé au FMI pendant des années et que son dernier poste était le Cameroun. Il a donc permis à ce pays-là de reprendre économiquement. Et donc, dit qu'il a quand même tous les leviers, ne serait-ce que pour sortir le pays de l'ornière. Donc, je sais que dans quelques jours, il y a d'autres également qui viendront. Et puis, on a plusieurs. Mais toujours dans votre parution de Ekwega Mesupoda, la manchette passe à Faure Gnassingbé, que vous présentez dans votre journal comme le doyen des chefs d'État. Enfin, vous demandez si Faure Gnassingbé est le doyen des chefs d'État ou le père de la démocratie togolaise 2020, que vous présentez comme une autre équation pour Faure. Oui, justement, ce n'est pas que je présente Faure Gnassingbé comme le doyen. Faure Gnassingbé est actuellement le doyen des chefs d'État de la CEDEAO. Ça, je ne vous apprends rien. Il est donc le président en exercice qui a fait plus de 14 ans, 15 ans actuellement. Donc, il est aujourd'hui, bien que jeune, je crois que c'est 43 ou 54 ans. Il est né en 66. Bon, ok. Il est arrivé au pouvoir depuis 2005. Vous passez au calcul. Donc il faudrait que ceux qui le suivent fassent le calcul et après ils vont nous appeler pour nous le dire. Donc à 53, 54. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est, bien que jeune, il est aujourd'hui donc le doyen des chefs d'État de la CEDEAO. Il est vrai. Et Alpha Condé a 91 ans, Ouattara 77, 76. Mais lui, il est le doyen actuellement, comme président en exercice. Mais, et là, nous posons l'équation, c'est qu'il est vrai qu'il est doyen, mais est-ce qu'il va quand même essayer donc de continuer dans cette façon de l'immobilisme en voulant être un doyen séculier, un doyen séculier donc des chefs d'État et se plaire, ou peut-être en 2020, il va poser quand même la retour de la raison et donc déclarer ouvertement que, bon, voilà quoi, comme lui-même il a dit, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faudrait qu'on fasse 2 ou 3 mandats. Donc il finit son 3e mandat, bon, il dit, bon, mais bon, mes amis togolais, mes amis, mes chers compatriotes, voilà, bon, je suis arrivé à terme et puis je passe la main. Et en posant ce geste-là, nous disons qu'il sera le père de la démocratie togolaise parce qu'en réalité, les choses vont commencer à décanter à partir de là. Mais nous nous sommes dit, bon, connaissant un peu l'homme, connaissant ses passions et ses désirs, est-ce que cette équation est véritablement une pour M. Faure Gnassingbé, d'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les signes apparents, il y a beaucoup plus d'envie donc de continuer donc à régenter le pays, de continuer donc à gouverner, à gouverner donc le Togo et d'être l'éternel doyen donc des chefs d'État. Mais il y a également un autre paramètre que nous avons soulevé dans cet article, le journal est donc sur le marché. Nous avons dit qu'en réalité, si M. Faure Gnassingbé déclare sa candidature en 2020, ce serait une candidature de l'échec. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsque Barack Obama est venu en Afrique, lorsqu'il a discuté avec les chefs d'État africains, il était au siège donc de l'Union africaine je crois, le 28 juillet, le 28 juillet 2015, il dit à nos chefs d'État qu'un président, ce dirigeant-là, qui pense être le seul capable
d'unir son pays, c'est qu'il n'a pas véritablement réussi à bâtir son pays. Ça, c'est Barack Obama qui le dit, c'est pas moi. Il dit qu'un président qui pense être le seul à unir son pays, c'est qu'il n'a véritablement pas su bâtir donc son pays. Alors nous disons que si en 15 ans de gouvernance, si M. Faure Gnassingbé, comme le dit le Premier ministre, que c'est lui le seul leader éclairé, s'il doit être ce seul leader éclairé, que le Togo, c'est-à-dire sans lui, personne d'autre ne peut être président au Togo, ça veut dire qu'en réalité, on dira que c'est des gens qui parlent au nom de Faure Gnassingbé. Lui-même ne s'est pas encore prononcé sur cette question, s'il est le seul à pouvoir réconcilier le Togo, ou bien s'il sera encore l'an deuxième. C'est comme si vous ne connaissez pas quand même le pays dans lequel nous sommes. Quand les gens ont commencé par dire que c'est notre champion, quand le Premier ministre va déjà entamer une tournée pour expliquer le 4e mandat donc, de Faure Gnassingbé, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Parce que si aujourd'hui on doit aller vers les populations pour leur dire la nécessité que Faure Gnassingbé fasse encore un 4e mandat, ça veut dire que déjà en soi, dans leur conscient, dans leur subconscient, dans leur fort intérieur, dans leur tréfonds, c'est qu'ils savent qu'il y a problème. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'à un moment donné, il faut marquer la rupture de la raison. Il faut dire que d'accord, j'ai fait tant d'années, parce que je dis souvent que en fait c'est du changement qu'on évalue la différence. Voyez-vous, donc si aujourd'hui Faure Gnassingbé part et que quelqu'un d'autre vient demain, c'est en fonction donc de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé, qu'on pourra jauger celui qui est là aujourd'hui. Donc il faudrait quand même que les gens le fassent. Abay Saka, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour la gestion, pour sa gestion, et surtout pour l'éventualité de sa candidature en 2020, le monsieur lui-même ne dit rien, mais beaucoup de personnes parlent en son nom, aussi bien pour, dans son camp, que contre pour ceux qui souhaiteraient qu'il ne soit plus en place après 2020. Oui, effectivement, lui-même ne peut pas se prononcer maintenant. Il appartient à son parti unir de l'investir comme candidat. Et aujourd'hui, ce sont ces militants de l'UNIR qui sont en train de parler pour sa candidature, une éventuelle candidature de 2020. Ce qui veut dire que au congrès de l'UNIR, c'est que Faure sera plébiscité comme candidat à la présidence. Vous voyez ça déjà venir? Oui, puisque déjà, même les hauts cadres de l'UNIR commencent par parler de ça. Puisque rien n'empêche Faure Gnassingbé d'être encore candidat à la présidentielle, malgré le fait qu'on ait modifié, apporté des réformes à la constitution togolaise, comme on le demande, pour avoir les 2 tours, bien les 2 mandats. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun test qui interdit à Faure d'être candidat à la présidentielle de 2020, puisque aujourd'hui on peut dire qu'après les réformes, peut-être les explications que le Premier ministre par rapport au 4e mandat, c'était parler dire que après la modification des articles, c'est que le compteur est remis à 0 et que Faure peut repartir à partir de 2020 pour commencer pendant encore 2 mandats. Donc ce sont les explications peut-être qui vont être données. Et dire qu'il peut continuer, allons-y seulement pour continuer avec le développement du pays, avec Faure Gnassingbé, que pour le moment, en face, il n'y a pas de... c'est comme du maïs, que le disent les Ivoiriens, comme c'est... En face, c'est le maïs seulement, puisqu'à voir comment les choses se passent, nous l'avons relevé la dernière fois dans notre journal, c'est que nous avons vu qu'aujourd'hui, UNIR est sur le terrain en opération de charme. Et que pendant ce temps, ceux qui sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas aller pour le 4e mandat, ils sont en moffe, ils s'observent et peut-être se dire que si c'est Mbaké qui va faire le premier pas pour dire que c'est moi, pendant qu'on est en train de parler de l'union de l'opposition, une candidature unique, d'autres disent non, il faut multitude de candidatures. Donc les gens sont en train de faire des calculs politiciens. On ne sait pas ce qui va se passer. Eh bien, toute situation que le confrère Symphonie résume à la page 3 avec cet article, présidentiel 2020, sérénité à UNIR, cacophonie dans le camp de l'opposition. Le même journal Symphonie qui publie une tribune libre à la page 6 intitulée 2020, Faure Gnassingbé, un candidat de lumière. Faure Gnassingbé, dont le gouvernement a reçu la visite d'une mission du FMI. Le FMI qui a séjourné chez nous depuis le 28 août dernier, qui a rencontré la presse hier, et dont Dunia Le Monde écrit que le FMI juge satisfaisantes les performances du Togo. Symphonie aussi écrit, fin de la mission de revue du FMI, le Togo félicité pour la réduction
de sa dette publique. Je ne sais pas si la manchette en a parlé également. Le FMI qui voit pour le Togo un taux de croissance de 5,3% en 2019. Et le FMI, la mission va présenter son rapport. Et le Togo qui est en droit d'attendre un nouveau financement de l'institution de Bretton Woods. Sylvestre? Oui, en effet, ils ont organisé une conférence de presse hier. Je n'y étais pas, j'ai envoyé un élément. Et donc, un collaborateur. Bon, ok, d'accord. Bon, comme c'est le jargon, donc j'ai envoyé un de mes collaborateurs, comme c'est le jargon. Donc, justement, il y a le FMI qui salue quand même les performances donc, du Togo, du fait donc, de cette mission qui était là, qui a séjourné donc, du 28 août au 10 septembre. Donc, ils ont rencontré même le Premier ministre hier. Après, ils ont organisé une conférence de presse et sur, du moins, les efforts du pays. Donc, ils ont reconnu qu'au niveau, donc, il y a eu une décélération donc, en 2017, dû, à partir de 2017, dû donc, aux tensions politiques, à la crise. Maintenant, il y a quand même quelques efforts, il y a que le pays fait. Donc, ils estiment que le pays est quand même éligible pour la facilité élargie donc, de crédit. Donc en octobre de 2019, je crois. Donc on attend et on verra. Merci. Donc le FMI, d'après le chef de mission, également relayé par les confrères, qui donne un satisfecit pour la macroéconomie dans notre pays. Liberté qui s'intéresse à cette mission aussi, qui écrit 5e revue de la mission du FMI, le lancement du processus de privatisation de la BTCI et de l'UTB repoussé au 20 septembre prochain. Le Premier ministre Klassou qui a reçu la mission du FMI, le même Premier ministre qui a également conféré avec les acteurs de l'éducation nationale ici dans notre pays. Comme l'écrit Togo Matin, le Premier ministre Klassou qui a échangé avec les syndicats d'enseignants, mais également avec les responsables d'associations de parents d'élèves. Pour l'essentiel, les deux parties ont convenu de maintenir le dialogue et trouver au fur et à mesure des solutions à toutes les doléances formulées par les différents acteurs socio-professionnels. Le Premier ministre qui a annoncé que les résultats du dernier concours de recrutement des enseignants volontaires va être proclamé incessamment et le gouvernement et les acteurs ont fait également le point du dernier protocole d'accord. Si on écoute les uns les autres, nous les parents, nous pouvons penser que nos enfants pourront démarrer la rentrée le lundi prochain. Oui, je pense qu'en toute chose, il faut la communication. Si la communication est là, il n'y a pas de problème. Vous savez, il faut préparer aussi cette rentrée en bonne et due forme, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, il y a 2 mois, c'est 1 mois, les enseignants qui sont recrutés le nid se sont dit qu'ils devaient faire la grève pour des arriérés de mois, 18 mois d'arriérés comme ça, et ils ont eu à rencontrer le ministre de la fonction publique qui les a écoutés et dit que leur problème sera réglé. Aujourd'hui, l'année passée, à la rentrée 2017, 2018, 2019, il y avait aussi ces genres de contact entre les autorités en charge de l'éducation et les enseignants. Ça a permis du fait que au moins l'année scolaire 2018-2019 s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de quoi comme les années passées. Et cette année encore, on commence avec les mêmes contacts avec les enseignants et les syndicats d'enseignants. Ça va permettre aussi à tous les parents d'élèves d'être sans inquiétude par rapport à cette rentrée scolaire 2019-2020 qui va commencer de sitôt. Donc il faut préparer les esprits et faire de telle sorte que ce contact soit permanent entre les autorités en charge de l'éducation, surtout le gouvernement, et les syndicats d'enseignants pour que l'année puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Merci. Tant qu'on continue à se rencontrer, à discuter, on peut trouver des solutions progressivement à toutes les difficultés. On va finir avec le plaisir que nous ont fait les éperviers hier qui jouaient le match retour des préliminaires pour le mondial Qatar 2022. Le libéral écrit « Plus de peur que de mal pour les éperviers ». Dunia Le Monde qui écrit
éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Togo passe l'étape des Comores et entre en poule. L'équipe sportive qui prend acte de cette victoire des éperviers, 2-0 après le 1-1 à Moroni. Mais comme le rappelle l'équipe sportive, ce n'est qu'une victoire d'étape. Et dans cette victoire-là, l'équipe relève le contraste. Et le contraste, c'est comme l'écrit Togo Matin, le Togo se qualifie, mais Claude Leroy présente des signes de médiaphobie. Sylvestre Denis, Claude Leroy qui n'a pas eu le courage de se présenter devant la presse hier, bien qu'il ait gagné. Ou bien que nous ayons gagné. Oui, c'est normal parce que lui-même il sait que en fait l'équipe nationale ne produit pas du jeu. En réalité, ce qui s'est passé hier, c'est que on a gagné parce qu'on doit gagner. Parce que c'est une faible équipe. Moi, je le dis, je l'assume. Claude Leroy, ça fait 3 ans qu'il est là. Il n'a gagné que 2 matchs officiels, Djibouti et Comores. Donc si on doit maintenir quand même cet entraîneur-là, c'est normal, lui, il a fui. Moi, je dis, il a fui la presse hier. Il n'a pas eu le courage d'affronter la presse et de répondre aux questions. Donc, il a fui, il ne s'est pas présenté. Donc, le jeu que les nôtres ont produit hier, à part le portier, le jeune Bakola, je crois, Michael Bakola, le jeune là qui a remplacé, et du moins Bassageri, c'est à part lui, quand vous voyez le jeu, on produit ce jeu-là contre du moins la Tunisie ou le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais on prenait des cartons. Pour l'instant, on ne sent pas l'impact de Claude Leroy. Merci. Une équipe se construit à 2 ans. Il fait 3 ans, mais à chaque fois, merci. Le Togo qui a gagné hier, on attend le tirage au sort pour la phase de poule. Nous avons gagné, mais l'entraîneur a évité la presse. Comme écrit Togo Matin, Claude Leroy présente des signes de médiaphobie. En musique, on dira que Claude Leroy a fait Goïta à la presse. En d'autres circonstances, on dira également que Claude Leroy a fait Zéwa la presse. Eh bien, il est 12 heures, passé déjà de quelques minutes. Nous allons souffler un peu et nous ouvrir sur vous. Des difficultés que nous rencontrons sur nos routes, notamment ce qui s'est passé hier au niveau d'Amakpapé. Nous avons également parlé de ce congrès des gynécologues obstétriciens qui s'ouvre demain, santé et éducation naturellement. Et puis la une de la presse, notamment l'actualité sociopolitique, la victoire des éperviers hier, autre sujet qui nous intéresse. Maintenant la parole est à vous sur les numéros 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20, 19, 68. Bonjour. Monsieur Kodjo, oui. Bonjour à vous. Merci, M. Kodjo. Sylvestre Béni Abaïsaka, ce que notre ami Koda a dit hier et ce que l'auditeur dit avoir entendu de la bouche du docteur Kwessan ce matin sur une radio sœur. Bon, il est vrai, je n'ai pas écouté docteur Kwessan, mais hier la question a quand même été posée à M. Koda par un confrère et qui demandait justement, je crois que c'est pas un confrère de Canal FM justement, qui demandait si il était donc ce candidat en politique là, comme le réclamait le docteur Kwessan. Donc il dit que non, qu'il n'est pas justement, du moins dans la logique donc, du docteur Kwessan qui ne le connaît pas. En fait, c'est ce qu'il a dit. Donc, voilà les déclarations des hommes politiques, ce que Kwessan a dit ce matin sur Radio Victoire, comme le rapporte l'ami auditeur, et ce que le candidat a déclaré hier, nous rapportons au propos de l'un et de l'autre. L'auditeur suivant, bonjour. Mohamed, vous êtes en ligne. Bon.
Je ne sais pas trop, mais... Sylvestre Béni? Oui, et je crois que la question lui a été posée hier. Il disait qu'il n'est pas le trésorier, mais il a été commissaire aux comptes de la C14. Il a été commissaire aux comptes de la C14, mais il n'a pas été le trésorier. La question lui a été posée hier, c'est la réponse qu'il a donnée. Merci. Voilà, nous sommes en politique. L'autre dirait qu'il faut toujours prendre des déclarations des hommes politiques avec des pincettes. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui. Oui, Canal FM. Bonjour à vous. C'est monsieur Mawena. Amanda Homer, oui, vous êtes en ligne. Je crois, le lundi, quand j'ai écouté le ministre sur la TVT, il a mentionné les défauts de visite technique, l'excès de vitesse, les surcharges. C'est tout. Oui, justement, à Bachsaka, c'est pourquoi le ministre Yark a annoncé que ses forces vont intensifier les sorties et les contrôles sur le terrain. Oui, effectivement, c'est par rapport à, surtout à ces surcharges-là que le ministre a dit que les forces de sécurité vont intensifier les contrôles. Parce que quand vous prenez même la route en allant vers Abidjan, c'est, comment ils appellent, ils ont un nom qu'on donne. C'est ça, 4 devant. C'est l'une, oui. Le système 7. 4 derrière, 3 devant avec le chauffeur. Donc, vous voyez que ça, ce genre de choses cause beaucoup d'accidents. Et il faut espérer que non seulement la force publique sort, mais soit vraiment rigoureuse à l'endroit des conducteurs indélicats. Oui, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Monsieur Komlandi Daveji. Komlandi Daveji, vous êtes en direct. Oui, vraiment, j'ai écouté le ministre à la TVT. Ce qu'il a dit, c'est bien beau. Mais il oublie que ce sont ces éléments qui encouragent même les accidents. Comment? Oui, mais sur les routes, quand les véhicules surchargent, ils viennent, c'est le ministre, ils ont un cahier de registre, ils enregistrent comment les numéros matricules des véhicules et tout ça passe. Bon, le ministre ou ses services qui doivent nous écouter doivent savoir apprécier cette sortie de notre ami auditeur. Nous passons au suivant. Bonjour l'ami. Adjovi, vous êtes en direct. Le gouvernement peut interdire aussi les petits sachets de boissons au Togo, ce serait mieux pour éviter les accidents. Le matin, il en prend, il en porte et il rentre en circulation. Si vous voyez comment il circule, il ne reste pas en ligne, quoi. Voilà. Il suffit d'un véhicule. Oui. Il y a le feu rouge même, il ne sait pas que le feu est allumé. Peut-être qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Merci. Donc, Gabriel, nous avons juste rappelé ce que nous avons écouté ce matin sur RFI, que le Burkina a interdit l'importation, la vente de ces sachets d'alcool. Maintenant, ce que le Togo va faire, nous laissons le soin au gouvernement. Non, mais je pense que le Togo doit arriver à là, interdire ces sachets. Ah oui, oui, il y a une auditeur en ligne là. Bonjour. Allô, bonjour l'ami. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, vous êtes en ligne. Ah oui. Yark. Oui. Merci.
Merci. Proposition pertinente. C'est vrai que le parc automobile est assez vieux. Disons que c'est ce que les véhicules dont les blancs ne veulent plus, qui deviennent des cocos chez nous ici. Non, quand quelqu'un laisse quelqu'un. Merci beaucoup, l'auditeur en ligne. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Ali. Oui, vous voulez éloigner un peu votre poste récepteur? Oui, oui, c'est bon maintenant. Allez-y. Oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ali, qui est un peu allé dans tous les sens, des politiciens en général, de notre ami Podar, et puis de Fort, et puis d'autres choses. No comment. Le suivant, bonjour. Bonjour l'ami. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Alors, nous vous recevons. Oui, oui, nous vous recevons. Je vous rappelle que Madame Ketevi est toujours à nos côtés pour le congrès des gynécologues qui s'ouvre demain. L'auditeur Ali, bonjour. Oui. Kanidek, oui. Nous vous saluons aussi. La tête. Et le chauffeur surchargeait le véhicule devant l'agent de police. Oui. Oui. Madame, vous avez écouté la question de l'ami. Les lubrifiants, c'est testé. Dermatologiquement, c'est conforme au vagin ou bien à la muqueuse vaginale, donc ça peut s'utiliser. Mais des produits qu'on trouve par-ci, par-là, ça et là, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas le contenu. C'est ça qui... Donc les lubrifiants sont certifiés. Certifiés. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est monsieur?
Oui, allez-y. Oui. Oui, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente contre les policiers. On peut présager, monsieur. Merci. Des voitures beaucoup plus neuves. Merci, merci. L'essentiel est dit. Merci, cher ami. Des propositions vraiment pertinentes. Nous allons recevoir le dernier aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Satt. Oui. C'est Papa Sibiti. Depuis Djidjolé. Oh, je vous remercie. Les gens ont tout dit. Je voudrais prier le docteur de nous donner son numéro par lequel on peut le contacter. Voilà, le docteur a écouté son numéro, bien le numéro de son cabinet, je ne sais pas trop. Madame Ketevi. Je suis au CHU Sylvanus Solipio. Voilà. Je suis en service de gynécologie là-bas. Plus précisément, moi je m'occupe du cancer, de tout ce qui est cancer chez la femme. Cancer du sein, cancer du corps, de l'endomètre, de l'ovaire. Merci. Donc, eh bien, Papa Sibiti, vous trouvez Madame Ketevi ou bien Docteur Ketevi à Meyo, à Yoko, au service gynécologie au centre hospitalier Sylvanus Olympio. Un petit moment, puis nous revenons pour la clôture définitive. Ou bien... Non, tu peux donner le contact du cabinet. Nous arrivons au terme de cette émission, le dernier tour qui nous sert de conclusion. Madame Ketevi, nous sommes à 24 heures de l'ouverture du congrès de la Société des gynécologues obstétriciens du Togo. Votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, c'est que après ce congrès, les gynécologues vont sortir avec beaucoup plus de connaissances pour mieux prendre en charge la population. C'est le but. C'est la population qui est visée à travers ce congrès. Et pour ceux qui sont intéressés d'écouter un peu certaines communications, ils peuvent passer à l'hôtel Itaoba à partir du 13 septembre. Donc le 13 à partir de 8 h déjà, les choses ont commencé là-bas. Mais avant ça, le 12, que ce soit la clinique Hôtel Télé, que ce soit la clinique Piazza, que ce soit au CHU Sylvanus Olympio, à la maternité là-bas, ils vont voir les gynécologues au cours de ces ateliers. Merci madame de venir nous enrichir par ce thème bien pertinent. Gabriel Donyagi, votre carton de fin d'émission. Oui, je pense que c'est dire un carton vert à qui? Tous les élèves du Togo qui vont reprendre le chemin de l'école le lundi. Est-ce que ce carton n'irait pas plutôt au gouvernement et aux syndicats qui sont en train de s'entendre pour que la rentrée soit effective et paisible? Ils sont de faire un carton vert aux élèves, aux élèves et aux parents. Donc, okay. Au
gouvernement, Comme eux, ils sont en train de au syndicat, quelqu'un d'autre peut le faire, un carton vert. Carton vert aux élèves. Aux élèves. Ouais. Merci, Sylvestre Béni. Non, moi, je n'ai pas de carton, mais je voulais faire deux précisions. La première, il paraît que j'ai dit qu'elle va conduire à 91 ans. Non, c'est plutôt 81 ans. 8-1. Donc 91 moins 10. 91 moins 10. Il y a un auditeur qui m'a interpellé là-dessus, c'est plutôt 81. Maintenant, l'autre élément, c'est que j'avais dit ici sur ce plateau que ces phénomènes de corruption qu'on voit avec les agents, donc les policiers, il faudrait quand même qu'on prenne soin qu'ils mettent leur numéro d'identification, leur numéro matricule et leur nom. Comme ça, si un Togolais voit un agent qui a pris l'argent et devant lui, du moins le chauffeur ou un taximan est en train de faire le surcharge, on peut déjà appeler le 10-14, donner le nom de l'agent, voilà le numéro vert, donner le nom de l'agent et son numéro matricule, comme ça il aura rendre compte à sa hiérarchie. Et la dernière chose, je salue la DOSI pour l'initiative avec les audiences foraines, mais je demande, et c'est une plaidoirie, si on peut le faire également au campus, c'est ce dont je parle. Il y a tellement d'étudiants aujourd'hui qui n'ont pas de nationalité, il faudrait qu'on aille le faire là-bas, ces audiences foraines-là, pour permettre à tous les Togolais d'avoir le certificat. Eh bien, le professeur Kokoroko, qui ne manque pas d'imagination, pourrait peut-être s'approprier votre proposition et faire en sorte que ces étudiants puissent bénéficier de leur acte de certificat de nationalité. Abba Chisaka, votre carton? Alors, je donne un carton vert à l'étude de maître Ama Pouyoté, qui a pris la 3e place au classement du top 15 des meilleurs offices notariats en droit au Ouattara. Donc, je félicite ce cabinet qui fait du bon travail par rapport à sa clientèle. Nous l'avons relevé dans notre traduction là. Merci, merci. Gratitude à vous qui êtes venus dans ce studio pour animer l'émission, mais aussi et surtout à ceux qui nous ont écoutés et qui se sont donné la peine d'appeler pour compléter ce que nous avons dit. Et nous terminons par là où nous avons commencé. Coucou à M. Gbevon Komlan Amegnon, qui est au service informatique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Et pour terminer définitivement, Sylvestre Béni, pour connaître le chemin, interroger celui qui en vient. Rendez-vous demain à 11 h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, continuons à célébrer la vie. Allez donner carton rouge à Kondoa.